C'est effectivement le joueur dont on parle peut-être le plus en Angleterre aujourd'hui, de par ses performances avec Aston Villa, qui était surprenant sur son début de saison, de par son implication offensive à la fois dans les buts, mais dans les passes décisives. Et puis, depuis maintenant quelques jours, il a prolongé en fait cet état de forme avec l'équipe d'Angleterre, où on est en venu. C'était quand même un joueur qui avait été oublié par Gareth Southgate, le sélectionneur, pour les rassemblements du mois de septembre, et qui là s'est retrouvé propulsé, un peu réclamé par tout le monde. Et il a joué notamment face à la Belgique. Et il a été excellent. C'est peut-être même le meilleur joueur en équipe d'Angleterre aujourd'hui. Et en fait, la question aujourd'hui, elle est simple. C'est tout simplement, est-ce qu'il ne faut pas construire l'équipe d'Angleterre autour de ce joueur qui amène quelque chose qui est différent? C'est un joueur qu'on n'avait peut-être pas en Angleterre jusqu'à maintenant, qui ressemble, je l'avais déjà dit, mais qui ressemble un peu à des joueurs comme Glenn Hoddle, comme Paul Gascoigne, ces espèces de génies un peu meneurs de jeu Ouais. qu'on avait du mal à installer dans des équipes ou des clubs anglais, et qui là est en train de transfigurer le jeu de l'équipe d'Angleterre, parce que c'est un meneur de jeu un peu excentré. Et aujourd'hui, on en est à savoir à quelle place il est le meilleur. Est-ce que c'est dans un trio offensif? Est-ce que c'est dans le cœur du jeu, au milieu de terrain? C'est un joueur, par exemple, on se dit qu'il manque peut-être à Arsenal aujourd'hui, qui manque à beaucoup d'équipes d'ailleurs. Ouais. Euh, et voilà, c'est le joueur du moment, c'est celui dont tout le monde parle, et c'est celui qu'on a envie de voir jouer aussi, parce qu'il apporte cette créativité, cette imagination dans le jeu, et c'est quelqu'un qui porte beaucoup le ballon, mais qui ne le porte pas de manière égoïste pour amener de l'animation, du mouvement dans le jeu. Donc voilà, c'est un joueur fantastique. En effet, en plus, il a une démarche, une façon de courir. Il a ses chaussettes vraiment très basses qui rappellent certains joueurs, notamment des années 90, qui fait Les qu'on. amoureux de Safet Suzic, comme moi, ne peuvent qu'apprécier le style vestimentaire de Suzic. Exactement. Donc, on parle en plus de deux joueurs avec un certain aplomb, un certain charisme. Mais concernant Grealish, c'est vrai qu'au-delà de son fabuleux début de saison, il a enfin marqué des points, comme tu le soulignais en équipe d'Angleterre. Et reste à voir comment il va continuer à se comporter avec donc Aston Villa. Déjà, il faut l'espérer, évidemment, même si on se souvient, il y a 2 semaines, ils avaient plutôt bien réagi, répondu sur la pelouse d'Everton en s'imposant Ouais. à Goodison Park. C'est toujours un match compliqué entre United et Everton. La question, c'est de savoir quel est le vrai visage de Manchester United, en fait. Est-ce que c'est celui qui a été invaincu lors des 14 dernières journées de la dernière saison, notamment des succès à Chelsea, à Leicester, contre Manchester City? Ou est-ce que c'est l'équipe qui n'a pris qu'un point sur 12 à domicile en championnat depuis le début de la saison? Et c'est un peu le souci de United, c'est que son irrégularité fait d'une équipe toujours un peu dans le collimateur, et notamment son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer. Ouais. Il est évident que Manchester United doit commencer à gagner à domicile à Old Trafford, même sans public, sans l'appui de son public, face à West Bromwich, qui est 18e du championnat, qui est une équipe en difficulté, dont tout le monde prédit qu'il retournera en Championship la saison prochaine. Donc voilà, United doit vraiment confirmer, surfer sur sa performance aussi bien dans le contenu que dans le résultat contre Everton, Ouais. même si le problème pour eux, c'est qu'entre-temps, il y a une trêve internationale et que Solskjaer aurait aimé poursuivre sur cette lancée. Mais voilà, ils vont avoir 2 matchs à domicile consécutifs, en championnat contre West Bromwich, en Ligue des Champions contre Basak Sehir, et ils doivent impérativement s'imposer pour relancer cette machine. En effet, et quelque part, West Bromwich Albion est peut-être la victime idéale ce Ouais. week-end pour les Mancuniens. Et justement, dans le jeu mancunien, est-ce que toi, tu aurais repéré différents points de blocage qui devraient absolument être levés, notamment ce week-end en PL? Il y en a un qui va arriver et qu'on n'a peut-être pas vu venir, c'est l'état de forme de Paul Pogba avec l'équipe de France, euh, qui a connu vraiment le jour et la nuit avec cette équipe de France, puisqu'il était catastrophique face à la Finlande, où on a revu un peu les signes inquiétants de Pogba sous le maillot de Manchester United. Et puis, le temps de jeu donné par Didier Deschamps à Pogba, à la fois au Portugal, où il était très très bon, et dernièrement contre la Suède,
lui a permis d'emmagasiner de la confiance, du temps de jeu et de retrouver petit à petit son niveau. Donc, je suis curieux et j'ai envie de voir ce que Solskjaer va faire s'il est capable de réintégrer Pogba dans son 11. Parce que même si je suis très critique avec Pogba, je pense que si United veut être à nouveau dans le top 3 anglais, ils ont besoin de cette association entre Paul Pogba et Bruno Fernandes. Ils ont besoin de ces deux joueurs-là et il faut trouver la bonne formule. Il n'y a pas de mystère. Et pour moi, la seule solution, c'est un système avec 3 milieux de terrain, à savoir si Pogba est associé avec un milieu de terrain devant la défense, qui pour moi est son meilleur poste, avec Bruno Fernandes un peu plus haut, ou un milieu à 3 avec Bruno Fernandes un peu à droite et Pogba un peu à gauche, mais tous les deux influents offensivement. À un moment donné, c'est comme tous les grands joueurs, il faut qu'ils s'entendent, il faut qu'ils trouvent un terrain d'entente pour le bien du collectif. Et si United et si Solskjaer arrivent à associer ces deux joueurs-là, forcément United va remonter parce qu'avec ses talents offensifs, avec Rashford, avec Martial et avec Cavani qui commence à revenir, je pense que United va commencer à remonter et grignoter des places. Alors, le mieux armé, sur le papier, aujourd'hui, oui. Sur le potentiel de ses joueurs offensifs, notamment, oui. Sur sa stabilité défensive, oui. En tout cas, ce qu'on a vu sur les derniers matchs. Ouais. Et clairement, ils ont une occasion en or ce week-end de marquer un peu les esprits, parce qu'il y a 4 des équipes du top 6 de la saison passée qui vont s'affronter. Avec ce match évidemment entre Liverpool et Leicester, entre le match entre Tottenham et Manchester City. Donc ça veut dire qu'il y en a au moins 2 qui vont perdre des points, si ce n'est plus. Ouais. Donc clairement, Chelsea doit s'imposer à Newcastle. J'ai presque envie de dire peu importe la manière, parce que c'est les points qui comptent aujourd'hui. Mais clairement, Chelsea, c'est une équipe, une formation dont on ne mesure pas encore, je pense, le niveau qu'elle peut réellement atteindre. Et qui sera forcément plus élevé chaque mois qui va passer. Parce qu'ils ont beaucoup recruté, parce que le puzzle est en train de se mettre en place. Néanmoins, moi, je trouve qu'il y a 4 joueurs qui me semblent essentiels dans l'état de forme de Chelsea aujourd'hui et dans son avenir, en tout cas à court terme, moyen terme, donc c'est-à-dire cette saison. C'est Edouard Mendy, c'est Thiago Silva, c'est N'Golo Kanté, c'est Hakim Ziyech. Mendy, c'est le gardien tant attendu qui doit amener de la sérénité, du calme. On a vu en peu de matchs, il a apporté vraiment son calme au sein de sa défense. C'est quelqu'un qui est grand, qui est sobre, qui est efficace, qui a une certaine autorité et qui contraste tellement avec les performances de Kepa. Voilà, son apport est immédiat. Thiago Silva, avec son calme, son expérience, il fait un peu figure de nouveau John Terry, de cette icône un petit peu défensive, un peu je peux dire, j'allais jusqu'à dire capitaine, mais c'est pas ça, mais vraiment le patron de la défense. N'Golo Kanté, c'est le Kanté retrouvé, et on l'a encore vu avec l'équipe de France, il est en train de retrouver un niveau d'excellence qu'il n'a pas eu la saison passée à cause des blessures, et qu'un Chelsea avec un grand Kanté, c'est pas du même Chelsea. Et puis Ziyech, c'est le dernier arrivé quelque part à cause de ses blessures en tout début de saison. C'est un peu le magicien. Et on l'a encore vu avec la sélection du Maroc, il est impliqué quasiment sur tous les buts. C'est un peu la même chose avec Chelsea. C'est un peu le joueur qu'avait Chelsea avec Eden Hazard. On sait que si tu lui passes le ballon, il va se passer quelque chose parce qu'il a un peu de la magie entre les pieds. Et que ça, quelque part, Mendy, Thiago Silva, Kanté et Ziyech, c'est peut-être la nouvelle épine dorsale de Chelsea ou que cherchait Lampard dans sa formation. Et qu'une épine dorsale de cette qualité, forcément, elle t'amène vers le haut. C'est évident. Surtout quand cette épine elle est dotée de branches ou de feuilles telles que Chilwell, telles que Havertz et compagnie, Bien sûr. Timo Werner sûr. Évidemment. En ce sens, c'est vrai que je sais que tu aimes beaucoup attendre la 10e journée. On s'en approche, à force de le dire. On s'en approche et ça va vite arriver parce que le calendrier va redevenir complètement dingue dans les semaines à venir. Mais c'est vrai que le début est bien plus qu'encourageant. Encourageant n'est pas le bon terme, mais bien plus qu'encourageant du côté de Stamford Bridge. Mais l'épine dorsale, c'est inestimable. L'épine dorsale, c'est vraiment l'équilibre d'une équipe. Et depuis que, par exemple, cette épine dorsale a été constituée, qu'elle joue ensemble, Chelsea n'a concédé qu'un seul but sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues.
Et l'aspect défensif, c'était quand même son point faible la saison passée. C'est-à-dire qu'en 2 mois de compétition, Lampard est parvenu, en tout cas pour l'instant, à combler ou pallier ce défaut qui leur a fait tellement de mal la saison passée. Donc ça, c'est un signe de progrès énorme. En effet, et c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu de chance du côté de Chelsea, dans le sens où Mendy arrive un petit peu comme ça, sans forcément de grandes espérances immédiates. Et finalement, il multiplie les clean sheets, si je ne m'abuse. Notamment, tu disais, un seul but sur les 6 derniers matchs. Mm. Notamment dans un championnat aussi relevé, c'est plutôt bien, même s'il faut regarder match par match. Mais en tout cas, c'est un petit peu la bénédiction Mendy du côté de Stamford Bridge. Effectivement, Aubameyang, il faut rappeler que c'était quand même c'est le meilleur buteur de la Première Ligue sur les 2 dernières saisons. Il a inscrit 44 buts, 40 ou 44 buts. Et en fait, cette saison à Arsenal, il y a un vrai problème. On a eu un emballement très vite sur la patte Arteta, ce qu'on avait appelé l'Arteta Ball. Ouais. Et c'est un effet Arteta qui a fait un peu pchit sur les derniers matchs, puisqu'il y a eu ces 2 défaites à domicile, notamment contre Leicester et contre Aston Villa. Par exemple, sur l'aspect offensif, Arsenal ne frappe en moyenne que 9 fois par match. C'est extrêmement faible, c'est le 15e rang de la Première Ligue, des équipes de Première Ligue. Et en même temps, ils ont ce qu'on appelle une stat qui fait beaucoup parler aujourd'hui parce qu'elle est très précieuse et très significative. On appelle l'expected goals en anglais, c'est les buts attendus. Et il est de 1,1 par match à Arsenal, ce qui est le 9e rang de la Première Ligue. C'est-à-dire qu'en résumé, Arsenal tire peu au but, mais quand ils le font, ils sont plutôt efficaces. Et la raison serait pourquoi ne tire-t-il pas plus souvent au but et Arsenal doit marquer plus. Ils sont à 9 en 8 journées. C'est seulement la 15e attaque de Première Ligue. Et ça, ce n'est pas suffisant. Et ça vient un petit peu, quelque part, du perfectionnisme d'Arteta, qui a une manière de voir les choses, comme Guardiola d'ailleurs, Ouais. mais sans le matériel équivalent à Manchester City. Aujourd'hui, son équipe ne presse pas suffisamment régulièrement d'un match à l'autre. On l'a vu contre Villa, sur le premier but notamment, où personne ne presse. On est quoi dans le premier quart d'heure, je crois, et les Gunners ne pressent absolument pas. Il y a une possession qui est de plus en plus passive. En moyenne, c'est 20 possessions par match. Qui t'amène, on va dire, dans les 30 derniers mètres. Donc, c'est-à-dire qu'à moins de tirer au-delà des 30 mètres, il ne se passe pas grand-chose dans le jeu d'Arsenal. C'est un défaut également qu'on avait fait parfois à l'équipe de Pep Guardiola. Ouais. C'est le 29 possessions par match, c'est le 2e plus mauvais total derrière Newcastle. Newcastle qui est réputé pour son peu d'animation offensive. Donc c'est terrible, c'est des chiffres qui amènent vraiment le problème d'Arsenal dans l'animation. On a beaucoup de joueurs de transition à Arsenal, Aubameyang, Pepe, Saka, voire Willian, c'est des joueurs qui s'appuient beaucoup sur la vitesse. Il y a un manque de créativité, de passes qui cassent un peu les lignes. Et je parlais tout à l'heure de Jack Grealish, la créativité d'un manque d'un joueur comme Jack Grealish. On pourrait aussi exposer un joueur comme Mesut Özil à son meilleur niveau. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut faire revenir Mesut Özil dans l'équipe, mais le fait qu'il ne soit pas inscrit sur la liste peut poser également question. Et le but de cette équipe d'Arsenal, c'est de trouver Aubameyang. C'est ton meilleur atout offensif. Actuellement, il totalise un peu plus d'un tir par match. C'est familique. C'est le 47e rang des joueurs de Première Ligue. Lui, le meilleur buteur des 2 dernières saisons. C'est inconcevable. Et il faut absolument trouver une solution. Arteta doit absolument trouver une solution pour mettre Aubameyang dans les meilleures conditions et surtout plus près du but. Donc, est-ce qu'il faut sacrifier la Casette? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut trouver une manière de jouer beaucoup plus haut, de changer peut-être le profil de ces milieux de terrain, de ces joueurs de côté? Mais c'est là le vrai problème d'Arsenal. Il n'arrive pas à se montrer dangereux à l'approche des 30 derniers mètres. Oui, comme tu le soulignais, il y a beaucoup de joueurs de transition et bon, automatiquement, j'ai pensé notamment à Willian, qui malgré, je crois, 1 ou 2 excellents matchs en tout début de saison, a un petit peu disparu et je sais que du côté de Stamford Bridge, certains rigolent doucement dans leur barbe quand ils l'ont vu partir, puisqu'il était parti
de mémoire en fin de contrat. Mais c'est vrai qu'en effet, la posologie, le diagnostic que tu poses sur Arsenal est particulièrement parlant. Mais Euh, je pense pas que ça soit le problème, William. non, c'est pas William, mais c'est juste que dans les Je pense que c'est attractions. l'animation, c'est vraiment l'animation collective. On a par exemple un joueur comme Saka qui apporte énormément sur le couloir gauche. Le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre entre son apport et l'apport au niveau du couloir droit. On a aussi des défenseurs qui apportent peut-être pas assez offensivement, une équipe qui collectivement monte pas assez sur le. C'est vraiment des détails, mais qui monte pas assez sur celui qui a le ballon, sur le porteur du ballon. Donc, est-ce que c'est la recherche d'un second souffle? Est-ce que cette équipe n'a pas les moyens physiques, athlétiques de répondre aux demandes d'Arteta? Est-ce que Arteta est trop ambitieux, trop perfectionniste pour le groupe dont il a la disposition? Est-ce que voilà, c'est plein de questions comme ça et c'est Arteta de trouver ses réponses. C'est à lui d'adapter sa manière de jouer aussi au groupe. On dit souvent qu'un grand entraîneur, c'est pas celui qui a les plus grandes idées, c'est celui qui tire le plus possible du groupe dont il a à disposition. Et c'est l'équation d'Arteta aujourd'hui. Oui, il est critique à Liverpool, il est critique de manière générale, parce qu'on a, je crois, on a dépassé la barre des 90 joueurs blessés en Première Ligue actuellement, ce qui est énorme. On avait déjà eu cette stat de plus 47% au niveau des blessures musculaires par rapport à la saison passée. Et on a vu cette hécatombe à Liverpool. Elle frappe, c'est marrant parce qu'elle frappe beaucoup parce que c'est Liverpool, parce que c'est le champion d'Angleterre en titre. Elle frappait moins, c'était Leicester par exemple la saison passée où il y avait quasiment toute sa défense qui était sur le carreau. Il y avait 5, 6, 7 joueurs à un moment donné qui étaient absents de cette équipe. Parce que c'est Liverpool, ça frappe, mais aussi parce que c'est des grands noms. C'est Virgil van Dijk, grave blessure. C'est Joe Gomez, son partenaire de la charnière centrale, grave blessure également, 8 à 9 points d'absence. C'est ces deux latéraux qui sont Robertson et Trent Alexander-Arnold, qui sont aussi ses deux meilleurs passeurs. Donc ça va avoir un impact énorme sur Liverpool. C'était Thiago Alcantara parce que c'est le magicien dont l'arrivée avait fait beaucoup parler. Ouais. C'est Jordan Anderson qui est son capitaine. Ça touche des joueurs importants de cette équipe de Liverpool. Et surtout, ce qui frappe, c'est parce que Liverpool, sur les dernières saisons, et en tout cas, l'un des secrets de sa réussite des 2 à 3 dernières saisons, c'était qu'ils étaient épargnés par les blessures de ces joueurs cadres. Alors certes, il y en avait eu, il y a eu Fabinho, il y a eu Anderson, il y a eu Matip. Certes, il y en a eu, mais pas de joueurs majeurs et d'un certain nombre de joueurs majeurs. Et que la capacité de Klopp à garder, à préserver son groupe des blessures majeures, ce qui n'était pas le cas à City, par exemple, ce qui n'était pas le cas à Manchester United, et ben forcément, ça a permis à cette équipe de rester en haut du panier. Donc là, ça va être intéressant de voir comment ils vont être capables de répondre à toutes ces absences. Mais clairement, ils vont être handicapés. Attention, hein, ils jouent une équipe de Leicester qui est toujours handicapée par des blessures. Donc, il faut aussi mesurer les. Mais voilà, toutes ces blessures répondent clairement au coup de gueule qu'il y avait eu des différents managers, de Klopp Ouais. notamment, qui avait dit que si on continue, on va tuer les joueurs, clairement.